Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marly. Un Bonjour. grand merci d'être avec nous cet après-midi pour nous présenter ton métier de product manager. Un grand merci à vous qui êtes connectés. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Marly qui prend une trentaine de minutes avec nous cet après-midi pour nous présenter son métier. Moi, j'ai une première question pour toi, Marly. C'est justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu es arrivée à ce métier-là aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai un parcours assez atypique, je dirais, assez indirect, avec des expériences dans plein de secteurs très différents les uns des autres, mais qui à chaque fois m'ont réellement passionné. Donc moi, je suis diplômée d'une école de commerce. À l'époque, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, et puis j'ai fait un stage euh, de fin d'études dans le monde de l'immobilier commercial. Et là, j'ai eu le sentiment que c'est quelque chose qui m'amuserait au quotidien. Donc, j'ai postulé au graduate programme d'Unibail Rodamco où j'ai commencé un métier d'asset manager en charge de projets de commercialisation et de rénovation de grands centres commerciaux comme Paris 2, les 4 temps, Forum des Halles, si vous connaissez. Et puis, après 5 ans à faire ça, j'ai décidé de partir pour un projet plus entrepreneurial. J'avais envie de rejoindre une plus petite structure. Et là, j'ai travaillé 1 an au-dessus d'un bar euh, pour structurer la recherche de nouveaux lieux de vie. L'idée, c'était de trouver des lieux uniques dans le paysage parisien pour offrir une expérience immersive aux clients. Enfin, c'était très chouette. Et puis, ça s'est arrêté de manière assez brusque. Donc là, ça a été un peu la douche froide parce qu'il a fallu à nouveau se poser des questions sur ce que j'allais faire après ces deux expériences qui étaient très, très différentes. Et là, j'ai rejoint une entreprise qui porte une magnifique mission qui s'appelle In Memory et qui, à l'époque, offrait un service en ligne pour accompagner les familles en deuil. Donc encore un secteur ultra différent. Et là, j'étais hyper touchée par la mission et c'était hyper en phase avec mes aspirations de l'époque. Quand je suis arrivée, on était 4 et on a vraiment vécu l'aventure, on a créé l'histoire ensemble, on a grandi, on a vécu plein de victoires, des échecs aussi. Mais surtout, c'est là que j'ai découvert que l'un de mes principaux moteurs, c'était l'impact. Euh, et là, on avait un impact hyper positif dans la vie de plein de personnes qui vivaient l'un des moments les plus éprouvants de leur vie. C'est une expérience hyper forte d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. Et j'y suis restée 4 ans et demi. Et ensuite, j'ai su que je voulais continuer à travailler dans un métier où mon impact serait mesurable, tangible. Et c'est là que j'ai rejoint Doctolib à la fin de toute cette aventure en tant que product manager, où donc je suis dans la boîte depuis plus d'1 an maintenant. Ok, super. Et ben merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a mené justement au product management? Très bonne question. Alors déjà, euh, j'ai d'abord choisi Doctolib parce que j'adore le produit. En tant que patiente, c'est un produit qui a réellement changé ma vie au quotidien. Cette mission incroyable de permettre un accès facilité à la santé, je la trouve vraiment géniale. Je suis hyper fière d'y contribuer. Et puis ensuite, le métier de product manager, je l'ai choisi parce que j'avais envie d'être au plus proche des utilisateurs, de comprendre leurs besoins. Pour moi, c'était important de toujours se remettre vraiment face à, OK, de quoi les utilisateurs ont besoin et en quoi mon travail de tous les jours va vraiment permettre d'apporter des solutions concrètes. Et ça, c'est l'essence même du métier pardon, de product manager. Et c'est par ce moteur-là, en fait, que j'y suis arrivée. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu les missions et responsabilités? Qu'est-ce que c'est finalement d'être product manager chez Doctolib ou de manière générale? Oui. Alors, de manière générale, c'est pas facile parce que ça dépend beaucoup de la société dans laquelle on est, de son stade, de son produit. Donc, je pourrais pas forcément en parler de manière générale, mais de ce que je connais, en tout cas chez Doctolib, le product manager, une journée type, ça va être euh, passer du temps à écouter les utilisateurs, donc à la fois des patients ou des professionnels de santé. Moi, dans mon métier en particulier au quotidien, je travaille plus avec des professionnels de santé.
pour essayer de leur construire le logiciel de demain pour qu'ils puissent gagner du temps et passer plus de temps avec leurs patients. Donc en ce moment, je parle avec des kinésithérapeutes. Je découvre leur métier passionnant. Donc je fais plein de terrains. Je fais des vies ma vie avec eux. Je leur demande ce qui marche bien pour eux, ce qui est plus pénible et comment on pourrait les aider à changer ça. Donc vraiment une écoute et une proximité avec les utilisateurs qui est très proche. Et puis ensuite, je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre leurs problèmes et à comment les découper en petits morceaux, en problèmes plus petits, pour qu'on puisse faire des petits pas, avancer avec des petits projets, pour que chaque jour, on puisse apporter une solution très concrète à des problèmes, ce qui peut être un peu... ce qui peut faire un peu peur parfois dans ce métier de product, c'est qu'on a souvent des très, très, très gros problèmes. On se dit, mais en fait, je ne sais pas par quel bout prendre. C'est trop gros, c'est trop dur. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment de séquencer et puis d'apporter des solutions, d'essayer. Parfois, on ne trouve pas la solution tout de suite, d'itérer et ensuite de recommencer. Et pour faire ça, je ne le fais pas toute seule. Je travaille avec plein de gens. Je travaille avec des personnes qui sont en contact aussi avec les praticiens, comme des commerciaux, des sales, des personnes du support. Je travaille avec des designers qui proposent des idées vraiment de mise en application sur une interface. Et bien sûr, je travaille avec des développeurs qui ont le talent pour exécuter ces solutions qu'on imagine sur des bouts de papier. D'ailleurs, je suis dans une salle, je vous montre, voilà, on fait ça aussi quand on est product manager, on fait des schémas, des dessins, on imagine des trucs. Et pour qu'à la fin, on ait des utilisateurs qui soient contents des logiciels, des produits qu'on leur propose. Super, merci beaucoup Marly. On a des premières questions qui sont arrivées sur le chat, notamment une de Margot qui demande est-ce qu'il y a des hard skills à maîtriser ou des outils spécifiques que tu utilises dans ton métier? Des hard skills, franchement, pas tellement. Je pense qu'il faut surtout être organisé, avoir de l'écoute, il faut savoir vraiment écouter. Et puis, ouais, vraiment être organisé et pas avoir peur de suivre aussi parfois des étapes un peu clés, OK, d'abord, j'essaye de comprendre, avant d'aller tout de suite dans une solution, quel est vraiment le problème? Est-ce que je l'ai vraiment compris? Et une fois que ce problème, je l'ai compris, formuler des hypothèses. Ensuite, aller tester ces hypothèses. Très vite, il faut se confronter à la réalité du terrain et se dire ce que j'imagine dans ma tête. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et puis valider ou invalider. Puis ensuite, aller vers la solution. Donc, vraiment découper ça. Donc, je dirais que c'est plutôt ça les skills qu'il faut avoir. C'est être vraiment méthodique. C'est important pour pas se perdre. Et puis ensuite, on n'a pas forcément besoin de savoir coder pour être product manager. Il y a des product managers qui sont assez techniques. Ça dépend des sujets sur lesquels on est. Puis il y en a qui le sont moins. Il n'y a pas forcément besoin de l'être. Donc, je pense que c'est un métier qui est qui est accessible à tout le monde dès lors qu'on a cette curiosité d'aller auprès des utilisateurs, de les entendre et de pouvoir bien traduire leurs besoins en problèmes et en solutions. Ok, merci beaucoup. On a une question de Julie qui est arrivée, c'est est-il facile pour un profil junior de trouver un emploi? Oui, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui sont tout à fait ouvertes product manager, je veux dire, il y a plein de stades différents, de grades différents. On commence product manager, au départ, on travaille avec des senior managers ou des lead managers qui nous accompagnent sur la manière dont on fait le métier. Donc, on ne va pas tout de suite être en charge d'un périmètre trop gros ou même être en charge d'une autre personne qu'on devra manager. Donc, bien sûr, on peut commencer en étant junior et puis apprendre. Il y a plein d'exemples de product managers qui sont arrivés les premiers dans des petites structures et qui maintenant sont chief product officer, qui ont la vision stratégique produit global. Donc, ouais, ça, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ok. Il y a Pierre qui a posé la question lorsque tu parlais que tu es allé sur le terrain, écouter les kinés, comprendre leurs problèmes.
Il demandait quels sont les moyens pour écouter, entre guillemets, les utilisateurs. Les moyens concrets, quoi? Je pense, oui. Alors, moi, je fais deux trucs. Je vais physiquement avec eux. Donc, je vais dans un cabinet, puis je me m'assois à côté d'eux, puis je leur pose des questions, je regarde et je prends des notes, quoi. Enfin, vraiment, vis ma vie, petite souris à côté du praticien. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, parfois, c'est... moi, j'aime bien aussi faire du vie ma vie avec les personnes des équipes support. Donc, les équipes support, c'est celles qui reçoivent les appels des utilisateurs quand il y a un problème, une question. Et ça, c'est hyper intéressant parce que voilà, on fait un peu de double écoute pour écouter avec leurs mots ce qui se passe, quel est le problème, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal compris, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui devrait mieux marcher. Donc ça, c'est aussi une manière de faire du terrain. Et puis aussi, autrement, on peut faire des Google Meet, enfin des visios, où ils nous partagent leur écran avec leur logiciel actuel ou leur ancien logiciel pour qu'on comprenne comment ils travaillent, sur quoi ils cliquent. Tiens, vous n'avez jamais regardé cet onglet-là, pourquoi? Et on leur pose vraiment des questions hyper basiques quoi, pour s'imprégner au maximum de ce qu'ils font au quotidien pour vraiment tout comprendre. Le but du jeu, c'est d'être 100% imprégné de ce qu'ils font, de comprendre et qu'il n'y ait pas le moins de trous dans la raquette possible pour que nous, on puisse apporter la solution la plus pertinente. Merci beaucoup, Marly. On a une nouvelle question d'Anaïs qui demande la différence entre un product owner et un product manager chez Doctolib. Et est-ce que toi, tu travailles avec des product owners? C'est une bonne question. Je ne connais pas la différence, pour être tout à fait honnête. Chez Doctolib, il n'y a que des product managers. Mais j'ai vu passer plein d'articles là-dessus et je pense que c'est des différences de méthode de travail avec des outils de Scrum ou des choses comme ça. Mais en gros, quand on est product manager, donc il n'y a pas de product owner chez Doctolib, mais les product managers, on est responsable d'un périmètre cohérent de fonctionnalités, enfin voilà, entre elles pour un produit dédié. Et on travaille à la fois la définition de la vision de où est-ce qu'on veut amener le produit sur notre partie et comment on travaille au quotidien avec les développeurs pour délivrer. Donc, on a à la fois la partie un peu vision stratégique et la partie délivrée au quotidien, quoi. Ok, et justement, c'est intéressant parce que ça rebondit sur une question d'Amaury qui te demandait ton périmètre de poste chez Doctolib. Est-ce que c'était une petite partie de l'application ou l'intégralité du parcours? Alors, heureusement, c'est une petite partie du produit puisque le produit est monumental. Et en fait, nous, en tant que patients, on connaît surtout le produit de prise de rendez-vous en ligne. Donc ça, c'est le produit historique de Doctolib qui a été créé il y a 10 ans. Et depuis 3 ans, il y a un autre produit qui est sorti, qui est vraiment le logiciel métier utilisé par les médecins. Donc c'est ce que voit le médecin derrière son ordinateur quand vous êtes en consultation. Là-dessus, il peut rentrer des notes sur la consultation. C'est là qu'il fait la prescription, qui peut suivre un petit peu voilà, votre parcours de santé. Et nous, on fait pareil maintenant pour un autre produit qui est Doctolib Kiné, qui est sorti il y a quelques mois. Et sur la partie Doctolib Kiné, moi, mon périmètre, il est vraiment sur la partie financière du logiciel et de manière plus précise sur comment les kinés parviennent à bien gérer leurs revenus parce que ce sont des professionnels de santé, mais c'est aussi des entrepreneurs. Un kiné, en général, voilà, c'est des professions libérales. Ils ont leurs charges, leurs revenus, et puis c'est important pour eux de voir le résultat de leur travail. Donc moi, je m'occupe vraiment de cette partie-là spécifique. Enfin, Okay. moi et mon équipe, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Mais Okay. non, on a des petits bouts. Après, ça dépend encore une fois des boîtes, des produits, de la maturité des produits. Et parfois, on peut être une charge de tout le produit quand on est tout seul. Et c'est complètement OK. Ça dépend du nombre d'utilisateurs, de la charge technique, de l'architecture, etc. Il y a une question de Jérémy qui demandait comment tu t'es formé au métier de PM.
Alors, je ne me suis pas vraiment formée, en tout cas avant, au métier de PM. Je pense que toutes les expériences que j'ai vécues avant, finalement, elles forment quelque part au métier de PM, parce que quand j'étais, par exemple, asset manager chez Unibail Rodamco, bah, j'ai fait beaucoup de, euh, de gestion de projet, de se dire, OK, comment on sort une extension de 10 000 m² d'un centre commercial, quand aujourd'hui, à la place de cette extension, il y a un parking. C'était vraiment ça, hein, les questions qui se posaient. Donc, il fallait découper, faire des projections dans le temps, estimer des budgets, etc. Donc, un peu une démarche vraiment de gestion de projet qui se retrouve dans plein de métiers, déjà. Et puis, par exemple, ensuite, j'ai complété ça quand je suis allée chez In Memory, où on était en contact tous les jours avec des familles en deuil. Donc, pour bien comprendre comment on offrait un bon service, il fallait leur parler. Donc, en fait, j'ai passé des centaines, des centaines d'appels auprès de familles pour essayer de comprendre ce dont elles avaient besoin, en quoi je pouvais les aider, etc. Donc, cette approche très user-centric qui m'a aidée. Et puis ensuite, j'ai aussi beaucoup appris en arrivant chez Doctolib avec une méthode qui était hyper claire sur un peu les différentes étapes à suivre. Et c'est comme ça, je pense, qu'on se forme. Il y a beaucoup, beaucoup de bon sens, je pense, et puis ensuite un peu de méthode qui est propre certainement à chacune des boîtes. Merci. On a une question d'Amaury qui est-ce que tu as des conseils pour transitionner de développeur à PM? C'est une bonne question. Bah, moi, j'ai jamais été dev, mais j'ai des collègues qui étaient dev et qui maintenant sont PM. Un conseil, je pense que ça peut être je pense que parfois quand on est dev, il faut parfois on est peut-être un petit peu dans son sujet, on code, on sort les trucs, on est vachement dans le delivery, et peut-être toujours se poser la question, mais ça joue aussi selon le PM avec qui on travaille, mais se poser la question du pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait, et essayer toujours un peu de dézoomer pour se dire, OK, c'est quoi le besoin du client? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment utile derrière ou pas? Enfin, un peu se poser la question à chaque fois du pourquoi. Ça aide, je pense, à avoir une posture déjà un peu plus PM. Donc, je dirais ça. Après, c'est vraiment de mon humble avis de personne qui n'a jamais été développeur. Il faudrait poser la question directement. Mais voilà ce que je répondrais. Merci beaucoup, Marly. On a une question d'Emma qui demande des conseils pour réaliser au mieux un cas produit, c'est-à-dire quels angles et étapes à aborder, par exemple en entretien. Ouais, super question. Alors, il y a plein de ressources sur Internet. Moi, j'ai dû faire un cas aussi. Et franchement, j'ai regardé des vidéos trop chouettes sur YouTube de lead PM et tout, qui expliquent un petit peu comment eux, ils évaluent justement un candidat qui passe un cas. Je pense que ce qui est important de faire, c'est de toujours essayer de bien reposer le contexte de ce dont on parle, reposer le contexte, reposer le problème, définir ce qu'on appelle la user journey. En gros, l'utilisateur en question, il passe par quelles étapes, vraiment découper. Voilà, là, il fait ça, là, il regarde ça, voilà ce qui se passe. Là, c'est un point de friction, là, identifié, etc. Bien découper les étapes. Ensuite, définir un problème. Et vraiment, le plus tard possible, une fois qu'on a défini le contexte, la journey, le problème, peut-être aussi même les attentes, peut-être qu'il y a des personnages qu'on peut imaginer, de se dire, bah voilà, là, il y a l'utilisateur A, il attend plutôt ça, il fait plutôt ceci. L'utilisateur B, il est plutôt comme ça, ses attentes, elles sont plutôt là, voilà, voici son profil. Potentiellement, il peut y en avoir, pas toujours, mais il peut. Et une fois qu'on a défini tout ça, on va vers la solution. Mais la solution, il faut qu'elle arrive de manière un peu logique, une fois qu'on a défini tout le contexte, tous les points de friction et tous les problèmes. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. C'est de ne pas arriver en cas avec voici c'est la solution, parce qu'en fait, des solutions, il y en a plein, et il y en a plein qui sont valables. En revanche, ce qui est intéressant, c'est comment tu auras réfléchi au problème, comment tu auras réussi à le découper, comment tu auras identifié ce qui est vraiment clé pour prioriser justement une solution. Super, merci
Merci beaucoup, Marly, pour ta réponse. Une question qui est peut-être, est-ce qu'il y a un profil type pour être product manager en termes de formation, d'âge? Je pense que tu as peut-être déjà donné quelques éléments de réponse, mais est-ce qu'il y a des formations peut-être que tu recommandes ou... Je pense pas qu'il y ait de profil type. En fait, c'est un métier qui est quand même assez nouveau, hein, honnêtement. Et il y a plein de gens qui sont devenus product manager avec d'autres expériences antérieures. On peut être enfin, moi, je suis product manager après 10 ans de plein de métiers différents dans plein de secteurs. Et en fait, c'est pas du tout bizarre. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus jeunes, dans ce premier boulot, qui font product manager aussi. Du coup, non, je pense pas qu'il y a un profil type. Mais après, ouais, je pense qu'il y a des skills qui sont cherchés dans ce type pour ce type de métier et qui sont, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'écoute, de la méthode, un peu de rigueur. Mais moi, j'ai des collègues qui sont ingénieurs, j'ai des collègues qui ont fait des écoles de commerce, j'ai une collègue qui était avocate avant. Enfin, il y a vraiment plein de types de profils. Il y a des sales aussi, pas mal de commerciaux qui étaient en contact avec justement les utilisateurs qui deviennent aussi product managers. Donc, je pense qu'il y a plein de chemins qui mènent à ce métier. On a une question intéressante de Julie. Est-ce que c'est 100% dédié à des produits numériques, ce métier? Alors, tel qu'on l'entend aujourd'hui, je dirais que oui, mais peut-être que je dis une bêtise. Après, je pense que la traduction, c'est peut-être chef de produit. En réalité, on doit pouvoir faire ce métier dans des métiers pas numériques. Hein. Et je pense que c'est toujours un petit peu, un peu pareil. C'est OK, de quoi mon client ou mon utilisateur a besoin et comment je lui apporte le meilleur produit qui y répond. Donc, en vrai, c'est ça la définition la plus générale. Et après, aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur des métiers numériques, mais ça doit certainement s'appliquer à d'autres secteurs, je pense. Et une question sur la charge de travail entre l'équipe vie pro, vie perso et ce métier-là. Est-ce que c'est jouable? Comment c'est? Ouais, alors je parle de ce que je connais, du coup, en tout cas chez Doctolib. Ouais, carrément, hyper jouable. Doctolib, c'est une entreprise qui est hyper respectueuse de la vie personnelle des salariés. D'ailleurs, c'était un critère très important pour moi. Plus jeune, j'ai vécu dans des boîtes où le rythme était hyper soutenu. À l'époque, ça m'allait. Je pense que là, j'ai plus forcément envie de le faire. Ma vie, elle a changé. Je suis devenue maman. Je suis mariée. Enfin, je sais que mon job, il est important, mais qu'il y a plein d'autres choses qui sont tout aussi, si ce n'est plus importantes que ça. Et c'est hyper important de le valider, quoi, parce qu'en fait, faut préserver son équilibre, sa santé physique, mentale, et aussi son énergie pour soi, pour ses projets perso, sa famille, ses amis, enfin sortir du temps pour soi. C'est hyper clé. Après, bien sûr, ça va avec les moments de vie de chacun. Hein. Et c'est complètement OK. Il y a toujours du boulot, de toute façon. Il y a toujours des trucs à faire. Et ensuite, il faut juste accepter le bon équilibre pour chacun. Mais c'est important, en tout cas, ouais, je pense, de le sonder avant de signer avec une boîte, parce que c'est des cultures aussi d'entreprises qui sont plus ou moins diffuses, quoi. Merci beaucoup pour ta réponse. On a une question qui concerne plus donc Doctolib. C'est est-ce que les personnes, les ressources dédiées aux produits, elles sont embauchées par Doctolib ou est-ce que vous travaillez également avec des freelances? Essentiellement des gens dans la boîte, mais je sais que c'est arrivé pour, par exemple, des designers qui ont travaillé en freelance, en mission pour Doctolib et qui finalement ont été embauchés derrière. Mais à ma connaissance, là, je parle que d'une seule personne, mais c'est plutôt des gens salariés, ouais. Ok. Et une autre question, c'est quels seraient les inconvénients de ce métier-là? Je n'ai pas trop identifié pour l'instant. Après, c'est toujours... Mais bon, peut-être que c'est propre à tous les métiers, je ne sais pas. Les inconvénients, c'est de se dire peut-être
Enfin, moi, ce que je trouve super d'être product manager sur du software, c'est que ça peut aller vite et que quand on s'est trompé, on peut changer. Enfin, rien n'est gravé dans le marbre, quoi. Ça bouge tout le temps, c'est mouvant et c'est super agréable de se dire bah ok, c'est pas grave, on itère, on recommence, on a encore une chance. On nous donne le droit de se tromper. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent cette liberté-là. La contrepartie, peut-être, c'est bah, que un truc que tu avais dit que tu allais faire au prochain trimestre, en fait, tu ne vas pas le faire. Les roadmaps, elles peuvent un petit peu changer, donc il faut s'adapter parce que ça va vite et parce que il faut s'adapter toujours aux besoins des utilisateurs et quelque chose qui, il y a 6 mois, était un petit peu, enfin, n'était pas forcément prio, bah, tout d'un coup remonte en haut de la pile, ça devient une prio, bah, finalement, j'avais prévu de faire ça, bah, je vais faire autre chose. Donc c'est peut-être, je dirais, le seul truc qu'il faut savoir un peu jongler et se dire, ok, ça fait partie du métier de finalement switcher et changer sa feuille de route en cours. Super. Oui, merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question qui est à peu près le salaire d'embauche d'un PM junior en France. Aucune idée. Peut-être Ok. regarder sur Glassdoor, honnêtement, je sais pas. Ok. Et est-ce que tu as des idées de grille de salaire, de fourchette de salaire ou non, le mieux c'est d'aller regarder sur Glassdoor? Ouais, franchement, ça dépend des boîtes, des tailles des boîtes, des budgets, expérience. Enfin, c'est trop dur comme question. Franchement, je sais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que tu as c'est Catherine pardon, qui pose la question sur les compétences dev de base Ouais. qu'il faut maîtriser pour devenir product manager. Donc, il me semble qu'à un moment, tu as répondu, il ne faut pas savoir coder. Pardon, je suis désolée, j'ai pas entendu le début de la question. Les compétences dev Ouais. de base qu'il faudrait maîtriser pour devenir product manager, sachant qu'à un moment, tu as dit qu'on n'était pas obligé de savoir coder. Je pense qu'on n'est pas obligé du tout. Enfin, c'est pas un prérequis. Moi, j'ai plein de collègues product managers qui ne savent pas coder. Moi, j'ai appris à coder parce que j'avais envie d'apprendre à coder et je l'ai fait parce que j'avais le temps quand je suis partie de In-Memory et on n'a plus beaucoup de temps de faire des trucs qui nous font kiffer. Et moi, pendant le temps que j'avais, j'ai décidé d'aller apprendre à coder. J'ai fait un bootcamp. C'était génial. J'ai adoré. Et du coup, aujourd'hui, en tant que product manager, je suis contente d'avoir ce skill parce que je me sens aussi un peu plus proche de mes développeurs. Je me sens un peu plus, pas légitime, mais je comprends ce qu'ils font. Et du coup, j'ai peut-être un peu plus d'empathie sur quelque chose. Quand il y a un bug qui arrive, je sais que c'est pas juste, faut pas juste changer un truc, c'est pas juste un petit ticket. Enfin voilà, ça permet aussi de se comprendre un petit peu mieux. Donc de ce point de vue-là, c'est utile. Mais au quotidien, par exemple, moi, je ne code pas. J'ai même pas accès, j'ai pas accès au logiciel pour le faire. Donc, je pense que c'est un plus et c'est chouette si tu sais, mais c'est pas du tout un prérequis. Enfin, faut pas être bloqué en se disant je peux pas être product manager parce que je sais pas développer. C'est deux skills, deux métiers différents. On bosse ensemble, mais on a la même passion, on n'a pas le même maillot, quoi. Merci pour cette réponse. On a une question de Patrick qui demande si vous essayez de suivre des méthodes produits plutôt à la lettre ou est-ce que vous avez de la flexibilité et un peu d'adaptation Ouais, carrément. On a toujours un peu de flexibilité. Et d'ailleurs, en fait, souvent, quand on revient à la méthode littérale, c'est quand c'est un gros sujet ou qu'on se sent un petit peu perdu, c'est toujours le filet de sauvetage, de se dire, OK, en fait, attends, je me repose, c'est quoi la méthode, où j'en suis, est-ce que j'ai bien fait ces étapes-là, etc. Mais on n'est pas dogmatique. En plus, franchement, Doctolib, c'est une boîte hyper entrepreneuriale, on a énormément d'initiatives, on nous incite à tester, à être un peu bold. Donc, on ne nous reprochera jamais de ne pas avoir été trop scolaire par rapport à la méthode. En revanche, il faut vraiment le vivre comme une vraie aide, une vraie ressource pour nous orienter quand on est un peu perdu. Et c'est trop bien d'avoir ça. Super.
Et peut-être pour une dernière question d'Anaïs, est-on vieux à 40 ans pour être PM et quel âge ont à peu près les PM, les devs, etc. Vieux à 40 ans, à peu près. Alors moi, j'ai 37 ans. Ça fait 1 an que je suis PM. Non, je pense pas. Enfin, franchement, pas du tout. Moi, j'ai des collègues qui ont 10 ans de moins que moi, ils me font trop marrer. Non, non, il n'y a pas de question d'âge. Je pense que c'est toujours une question d'état d'esprit, curiosité, d'énergie, d'avoir envie d'y aller, quoi. Je veux dire, on est vieux pour rien, hein, franchement. Non, non, faut pas dire ça. C'est de mieux sorti, de toute façon. Super. Bon, eh bien, ce live est passé extrêmement vite. Il y avait beaucoup de questions. Merci tout le monde d'avoir posé ces questions. J'espère qu'on aura balayé à peu près toutes vos interrogations. Merci beaucoup, Marly, d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous, répondre aux questions. Tous ces lives-là s'inscrivent dans une dimension d'entraide et dans notre communauté d'entraide. Donc, n'hésitez pas à regarder tout au long de la semaine peut-être d'autres métiers qui peuvent vous intéresser et à vous renseigner sur justement cette dimension et notre communauté d'entraide où je viens de vous mettre le lien sur le chat. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un grand merci à vous toutes et à vous tous et on vous dit à très vite. Merci, au revoir. Merci beaucoup.